Vous savez, quand on a connu la crise asiatique de la fin des années 90, quand on est indonésien et qu'on voit M. Kansu qui est comme ça en train de voir le pauvre petit bonhomme qui signe les papiers du FMI, etc., ces pays-là n'ont plus de dette. Ces pays-là sont globalement largement autofinancés. Les dettes sont aujourd'hui massivement en Occident et en Chine. Mais ces pays, globalement d'Asie du Sud-Est, ont très peu de dettes. Et je rejoins totalement Charles Gave là-dessus. Je pense qu'effectivement, la Chine ne peut pas remplacer la centralité du dollar américain, sûrement pas. Mais probablement, nos amis chinois cherchent à promouvoir quand même, en tout cas au niveau local, régional, un réseau financier qui a une certaine centralité sur le renminbi, qui n'est pas convertible. Mais rappelons que de plus en plus, vous avez à Shanghai le marché de l'or qui vous permet contre des renminbi convertibles d'avoir de l'or, etc. Et donc effectivement, nos amis chinois cherchent quelque part, et c'est un peu obsessionnel aujourd'hui, à dézinguer le rôle du dollar, monnaie de transaction de réserve mondiale. Alors ils ne vont pas le faire, ils ne peuvent pas le faire de face, ça ne marchera pas. Mais ils le font point par point. On commence à voir qu'effectivement, le dollar est moins utilisé, par exemple, pour les matières premières comme le gaz et le pétrole, puisqu'effectivement, c'est beaucoup avec des exportations de pays qui sont blacklistés, comme l'Iran et la Russie, bien évidemment. Tous ces pays-là, qui faisaient leur settlement en dollars autrefois, ne vont plus le faire. On n'imagine pas une seconde la Russie vendant du gaz et du pétrole à la Chine faire un settlement en dollars. On n'y reviendra plus jamais. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, et la Chine a une envie, c'est certain, de pouvoir opposer un monopole au dollar. Et ce monopole, je pense qu'il s'appelle l'or, effectivement. Et la Chine est le premier producteur, premier importateur, premier marché aujourd'hui. Et Zijin est la plus grosse mine d'or chinoise, c'est aussi le plus gros market cap dans le secteur au monde. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. Pourquoi vous pensez que Comgest a réussi à tirer son épingle du jeu pendant toutes ces années en faisant du stock picking? C'était quoi votre sauce secrète ou votre méthode? Alors, c'est un petit peu... Bon, là, on sort un petit peu du sujet parce que je ne suis pas là pour parler à titre de Comgest. Je m'exprime, uniquement à titre très vous avez personnel. Grandement contribué à... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est surtout parce que je pense qu'on a su motiver et avoir des équipes de gens formidables qui ont fait un bon travail. Et aussi parce qu'on a un type d'investissement bien ciblé qui sont les valeurs de qualité et de croissance que l'on garde très longtemps. Vous savez, en fait, je suis paresseux. Donc, le boulot d'un gérant, c'est de trouver des têtes très bien faites, et tel le pouls, c'est de s'accrocher dans les cheveux. Et c'est l'équipe qui fait le boulot. Alors, ça demande quand même un petit peu de travail pour des équipes qui font un bon travail. Mais quand on trouve des gens exceptionnels, dans des entreprises exceptionnelles qui font un boulot formidable, il ne faut pas chercher à vendre, acheter, etc. Donc, on reste, et tel le parasite, on s'accroche sur le dos de la bête, et c'est eux qui font le boulot. Alors, c'est parfois plus compliqué que ça. Mais schématiquement, c'est la capacité à trouver des modèles exceptionnels, gérés par des gens exceptionnels, et qui ont souvent, à tout point de vue, une éthique, une gouvernance. Et c'est pour ça qu'on était plutôt souvent un petit peu en avance en termes de ESG, de gouvernance, etc. Parce que les gens qui font un très bon boulot, et pendant très longtemps, c'est parce qu'il y a aussi derrière, généralement, des familles actionnaires qui sont formidables, comme on l'a avec des L'Oréal et des tas de sociétés comme ça en France. Il faut avoir les managements exceptionnels. Il faut être plus difficile, il faut avoir des actionnaires familiaux qui sont eux-mêmes respecter les minoritaires. Or, dans les pays émergents, et le monde chinois en particulier, il y a les gangsters, les salopards, les gens fréquentables et les gens très bien. On ne vient jamais avec les deux premières catégories, les gangsters et les salopards. Jamais. Parce qu'à un moment ou un autre, ils vont voler. Donc, voilà. Déjà, le fait d'éviter, j'allais dire, de devenir les gangsters, on a un petit avantage technique. C'est quoi le dernier conseil que vous donneriez à un investisseur particulier qui veut gérer son épargne correctement, mais qui n'a peut-être pas l'âme d'un stock picker et la passion d'y passer des heures tous les jours? Alors, je suis un peu un vendeur de merguez, mais j'étais
Je pense qu'il faut quand même, ce sont des zones, ce sont des métiers qui deviennent difficiles. Et je pense qu'il faut avoir des équipes de professionnels qui ont une capacité pour essayer de voir différemment de ce qui est à la mode. Et je crois profondément que la gestion active aura un développement. Aujourd'hui, c'est le secteur où tout le monde dit que c'est très cher, qu'un ETF c'est moins cher, c'est mieux, etc. Je le veux bien. L'expérience prouve que, et je prends l'expérience du Japon, les fonds indiciels ont été extraordinairement populaires au Japon en 89 et fin 89. C'était le plus haut du marché japonais. Et ensuite, dans la phase de baisse, n'importe quel gérant classique, conventionnel, a fait mieux que n'importe quel gérant indiciel. Voilà. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense honnêtement qu'il faut être capable aussi de faire des choses un peu différemment de ce que était la mode, de ce que tout le monde veut faire aujourd'hui. Merci Vincent. Merci.